Bon, si vous voulez bien, on va recommencer avec une deuxième table ronde. Donc, après le début de cette matinée qui était consacrée aux injustices de genre dans les soins médicaux, dans cette table ronde, nous allons nous intéresser à notre sphère qui devrait être un lieu de soins, ou en tout cas de relations de soins, et la sphère personnelle, de l'intime, de la famille, des amis. Et on voit bien que ces lieux peuvent se transformer en des lieux de violence et la relation de soins devenir un rapport de force, de pouvoir, de domination, comme on l'a déjà évoqué un peu ce matin. Et comme nous verrons effectivement dans cette table ronde que ces violences peuvent avoir des conséquences sur le développement psychique de la personne, être source de méfiance épistémique comme à l'égard des autres, comme on le verra avec Mario Speranza. Et on verra aussi que la violence sexuelle de la famille peut être aussi source de dépression à l'âge adulte de la femme. Et nous interrogerons aussi avec Claire Scodellaro de la façon dont est façonnée l'expérience sociale de la violence. Avec Alexandre Guerin, ici à mon côté, nous nous intéresserons à la justice réparatrice et aux attentes des victimes de violences sexuelles de ces dispositifs, voilà, à quoi cette justice réparatrice peut répondre. Donc, je vais laisser la parole à Mario Speranza. Mario Speranza est professeur de psychiatrie de l'enfant et adolescent à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il est aussi responsable de l'équipe Ensemble Psychiatrie du Développement au Centre de recherche en épidémiologie en santé des populations. Merci Mario. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci à Apollo Value-Dubuc de m'avoir invité. C'est pour moi un grand plaisir. Alors, je vais commencer par vous dire que je suis un clinicien et en même temps un chercheur. Et dans ce domaine, je pense qu'il est très important, dans le domaine de la violence, de la maltraitance aux enfants, de passer de façon systématique de l'un à l'autre de ces deux domaines. Si on est trop clinicien, on oublie l'image le plus globale. Si on est trop épidémiologiste, on est trop centré sur les grandes données, on perd la dimension individuelle. Donc je vais essayer de mettre ensemble ces deux aspects, bien que ce soit assez complexe, et parce qu'on a besoin de modèles théoriques, et les modèles théoriques sont complexes à développer et à intégrer avec des données scientifiques ou des données plus spécifiquement liées à des faits. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de ma manière un peu de conceptualiser actuellement la trajectoire développementale et les conséquences développementales de la maltraitance, des traumas, de la violence intrafamiliale. Alors, oui. Non, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas. Ah, ça a bougé. Voilà. Donc, alors, je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup de chiffres concernant la violence faite aux enfants, si ce n'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est présent dans des études rétrospectives faites sur les adultes, jusqu'à 20% de la population, probablement plus, et elle est autant physique que psychologique que sexuelle. C'est quelque chose de très important et la taille des effets est assez impressionnante. On sait qu'il y a eu une augmentation massive pendant la Covid, probablement liée aux huis clos familiaux. Et on sait qu'il y a beaucoup de retard au diagnostic, à l'identification de ces troubles, avec un impact, juste si on prend l'Île-de-France, à au moins 30 000 enfants qui sont victimes de violences intrafamiliales, avec des coûts de santé, si je me limite seulement au coût spécifiquement de tout ce qui coûte la prise en charge de ces enfants, qui est majeur. Mais on sait aussi que les violences dans l'enfance, par des mécanismes qui sont des mécanismes somatiques et cérébrales, des mécanismes neuropsychoendocrinologiques, des mécanismes épigénétiques et des enjeux des mécanismes socio-éducatifs, amènent à des conséquences assez catastrophiques sur le parcours de vie. Et on a juste un chiffre, il y a 20 ans de moins d'espérance de vie chez des enfants ayant été victimes de violences intrafamiliales pendant l'enfance. Il existe des différences probablement aussi sur le type d'exposition selon le genre. Alors on sait
que les filles sont davantage exposées à des violences sexuelles, alors que les garçons sont davantage exposés à des violences physiques. Ça, c'est juste une proportion plus importante. Et on sait aussi que quand on a été exposé à des violences dans l'enfance, de façon notamment répétée, prolongée, il y a une augmentation significative de quasiment l'ensemble des troubles psychiatriques. Si vous avez été ou vous ne l'avez pas été, il y a une différence nette en termes de l'ensemble des conséquences que vous pouvez avoir sur le plan psychiatrique, mais non seulement parce qu'il y a des conséquences aussi somatiques. On sait que du côté des garçons, il y a une plus grande tendance à présenter des troubles du comportement social et des troubles addictifs, alors que du côté des femmes, à l'âge adulte, davantage de troubles anxio-dépressifs, d'idées suicidaires ou de syndrome post-traumatique. Donc l'une des questions, c'est pourquoi il y a cette différence. Est-ce que c'est le type de violence auquel les personnes sont exposées, ou c'est aussi le mode de fonctionnement et des spécificités, que ce soit sociales, psychologiques, associées au genre. Mais il y a un point qui est quand même important à poser, c'est qu'il y a une grande différence entre des violences, de traumas impersonnels, l'événement catastrophique qui nous arrive, un accident auquel on n'était pas préparé, qui a un événement unique avec un impact majeur, par rapport à des traumas interpersonnels, voire des traumas d'attachement. C'est-à-dire de traumas avec les personnes qui sont censées être le source de protection pour l'enfant. Et donc on est d'une source non humaine à une source humaine, voire un fil d'attachement. Et ce paramètre change radicalement la manière, l'impact que les événements et les violences ont sur le fonctionnement de la personne. C'est pour ça qu'il est intéressant de voir qu'est-ce que c'est le trauma relationnel, le trauma développemental. Globalement, on le définit comme un trauma qui se produit par les personnes qui devaient s'occuper de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant et n'ont pas été en mesure de le faire. Donc c'est vraiment les personnes censées le protéger qui sont la source soit un manque de protection, soit les personnes qui réalisent les violences, que ce soit de toutes sortes, notamment que ce soit physiques ou sexuelles ou négligence ou autres. En effet, il y a une conséquence majeure, c'est que si c'est la figure d'attachement, si c'est les figures de soins qui sont à l'origine de la violence, ou de l'expérience de violence, c'est souvent des parents, et en tant que pédopsychiatre, je me pose dans la position systématique de dire que c'est des parents qui sont eux-mêmes en souffrance, ce qui ne justifie pas, mais permet de comprendre la dynamique. Donc un parent maltraitant négligent, qui n'a pas pu être attentif aux états mentaux, aux besoins émotionnels de l'enfant. Donc l'enfant n'a pas été mentalisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été considéré comme un être intentionnel. Et donc à partir du moment où il n'est pas considéré comme un être intentionnel, ses besoins ne sont pas... on ne peut pas répondre à ses besoins, mais ça a des conséquences majeures, notamment le fait que si l'enfant n'a pas été mentalisé par le parent en lui donnant une intentionnalité, l'enfant lui-même va de moins en moins développer sa capacité à mentaliser l'autre et à se mentaliser soi-même. C'est-à-dire qu'on mentalise, on apprend à réfléchir sur soi et à faire des liens entre notre manière de ressentir nos états mentaux et le comportement par le fait que d'autres ont pensé à notre place et nous ont considérés comme des êtres intentionnels où l'expression des besoins était un lien avec une intentionnalité spécifique, qui au début est parfois très confuse, mais c'est le processus d'attribuer une intentionnalité autrui qui a un effet de construction de l'espace psychique de l'enfant. Et en effet, comme dit Peter Fonagy, c'est ma mère pense que je pense, donc je suis. Donc c'est une manière très jolie de dire que si je suis pensé par quelqu'un d'autre, je peux apprendre à penser moi-même, à me penser moi-même, à penser l'autre. Mais alors, le parent, si le parent ne peut pas penser les besoins de l'enfant, ne peut pas répondre à ses besoins, il va laisser l'enfant émotionnellement seul, dans un état d'insécurité, avec des vécus difficiles à tolérer, qu'il n'aura pas appris à contenir ni à réguler. C'est comme s'il va développer un retard développemental dans la capacité à expérimenter, à vivre les émotions et à les réguler. Donc il va y avoir une difficulté à réguler les émotions, une utilisation prédominante du comportement à la place de la régulation des émotions, mais aussi ça va toucher profondément l'image de soi.
parce que tout cela va modifier autant l'image de soi que l'image de l'autre, et ce que l'autre va faire vis-à-vis de soi au moment où l'enfant a des besoins, est en détresse, et l'autre est censé répondre à ses besoins. En effet, il y a quelque chose de plus, qui est encore plus délicat. C'est qu'à partir du moment où l'enfant n'a pas pu exprimer ses émotions, il n'a pas pu les réguler, il va apprendre que penser les états mentaux est dangereux. Il vaut mieux ne pas penser les états mentaux tout court. C'est-à-dire que quand un enfant regarde dans les yeux de l'autre, sa mère, son père, qui est censé le protéger, un regard de haine, de violence, de mépris, il ne peut pas, il va faire l'expérience que c'est lui, au moment où il exprime un besoin, qui génère cet état chez l'autre. Et donc il va se vivre comme un objet de mépris, de haine, ou à la limite comme un objet qui produit chez l'autre des souffrances extrêmes. Donc en gros, il va avoir un regard sur soi-même qui est imprégné de ce vécu de haine, de mépris, de violence. Et quelque chose qui ne correspond pas à l'expérience que fait. Il y a quelque chose comme ce qu'on appelle un alien self, un self alien, quelque chose qui n'appartient pas à soi, mais qui est projeté par l'autre sur le soi. Cette expérience est invivable. Comment je peux me syntoniser sous l'esprit d'autrui quand cet esprit s'imprègne de cette haine, violence vis-à-vis de moi? Donc, qu'est-ce que je fais face à ça? Je bloque ma mentalisation, je ne pense plus, j'essaie de ne pas me syntoniser sous l'intentionnalité d'autrui, sous les états mentaux d'autrui, ce qui a évidemment la conséquence de ne pas pouvoir le faire avec soi-même, parce que comme on l'a vu, c'est parce qu'on est pensé par l'autre qu'on arrive à se penser soi-même et à penser l'autre en retour. Et en effet, il y a 3 solutions qui se passent pour les enfants quand ils sont en bas âge, et puis pour toute la vie par la suite. C'est les certitudes. La seule chose que je suis capable de ressentir correspond à la réalité extérieure. Si j'ai une expérience personnelle, cette expérience correspond à la réalité extérieure. Si je me sens dégoûtant, honteux, c'est-à-dire que j'ai raison de l'être, que tout le monde ne voit que ça en moi, que je suis la honte, que je suis dégoûtant. Il y a une impossibilité à percevoir des perspectives alternatives qui viennent de l'extérieur. Mais aussi, il y a une alternative qui est les solutions rapides, concrètes, les passages à l'acte, les automutilations, les passages à l'acte sexuel. Donc la répétition de comportements qui ont le seul objectif de réguler l'expérience émotionnelle débordante ou de trouver une solution qui passe par l'acte physique. Et seulement l'acte physique fait par toi ou par l'autre donne accès à l'intentionnalité. Si quelqu'un fait quelque chose pour moi, alors je pense que peut-être il pense à moi. Mais s'il ne le fait pas, je ne peux pas avoir accès à ce qu'il pense vis-à-vis de moi. Donc c'est vraiment l'acte concret qui fonctionne. Ou sinon, c'est faire semblant, c'est-à-dire couper les émotions et les pensées. C'est la dissociation, c'est le fait de ne plus être là. Je n'ai pas de besoin, je suis coupé de moi-même, et donc je ne suis plus en contact avec l'expérience difficile, mais également avec l'expérience tout court et la relation à l'autre. Tout ça, évidemment, s'ajoute d'un élément supplémentaire, c'est le fait que non seulement il y a cet non-développement des capacités à développer la mentalisation et donc à comprendre l'intentionnalité d'autrui, mais il y a une méfiance fondamentale qui se développe vis-à-vis d'autrui. Tout ce que vient de l'autre est une menace potentielle. Ou si ce n'est pas une menace, c'est quelque chose que je ne peux pas utiliser parce que ça ne me concerne pas. C'est comme si l'enfant était sous une sorte de coupe, de bulle de verre, donc il est là sans être en contact avec l'autre. Et le problème, c'est que si on a cette méfiance épistémique, c'est-à-dire cette méfiance sous la source de l'information qui va dire quelque chose sur soi utilisable, on ne peut pas apprendre de l'autre. Ou on ne peut pas faire la différence entre les sources d'informations qui nous ont transmises. Ce qui fait que d'un côté, il y a l'impossibilité de rentrer en relation avec quelqu'un qui a la capacité de nous transformer en nous donnant des éléments sur nous qui sont capables de nous changer, mais simultanément, ça nous met dans une situation de croire de façon totalement naïve à tout ce qui vient de l'extérieur sans pouvoir différencier ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle la crédulité épistémique, ce qui fait qu'on arrive à voter Trump, à voter Marine Le Pen, à avoir des comportements qui n'ont aucune logique, si ce n'est des personnes qui sont capables de vous faire ressentir comme si vous étiez dans leur tête et ils se mettaient à votre place pour comprendre votre intentionnalité, votre souffrance. Donc c'est des manipulations
d'un principe qui existe au quotidien dans notre vie, le fait de faire des mouvements permanents de va-et-vient entre nous et les autres. Donc les enfants vont construire quelque chose qui est une méfiance épistémique vis-à-vis de l'ensemble des environnements qui ne va pas pouvoir décoder. Et donc il ne va pas se laisser transformer par l'expérience de leur rencontre avec les autres. Et donc, même si on essaie de les aider, la porte est fermée. Donc c'est pas ce que nous disons qui est utile, mais c'est la manière de le dire qui est utile, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire la confiance chez l'autre avant de pouvoir transmettre de contenus qui peuvent être utilisés. Je vais terminer avec un élément concernant effectivement la question du genre et de quelle manière ça modifie cette situation déjà dramatique. Nous avons des expériences adverses à l'enfance, la maltraitance. Tout ça passe par effectivement le développement de la mentalisation, par le développement de cette confiance chez l'autre qui passe par la relation d'attachement et par cette capacité à réfléchir sur nos propres états mentaux et les états mentaux d'autrui. Et quand cela ne fonctionne pas, mais ça génère effectivement des difficultés d'ajustement parce que tout cela, la mentalisation est une capacité imaginative qui nous permet de nous adapter aux environnements et d'anticiper et de prédire ce qui va se passer dans la relation avec autrui. Alors, chez les filles et les garçons, ce n'est pas la même chose. Il y a des différences. Déjà, les filles sont plus performantes dans toutes les tâches qui nécessitent une compréhension des émotions et une théorie de l'esprit. Donc il y a un avantage développemental, ou probablement il y a une dimension sociale autant que biologique, qui permettent aux filles d'avoir une plus grande compréhension des émotions. Elles sont aussi en une meilleure capacité socio-cognitive liée à l'empathie. Donc elles sont plus à même de se mettre à la place d'autrui. Ça, c'est des données développementales qui l'ont montré, données liées au genre. Alors, donc ça a comme conséquence quoi? C'est qu'elles sont davantage conscientes des dynamiques interpersonnelles et donc plus vulnérables à tous les facteurs de stress interpersonnel. Alors que les garçons ont une moindre conscience, et à l'adolescence encore moins, des enjeux d'empathie et de relations interpersonnelles, qui font qu'ils sont davantage susceptibles d'être en méfiance vis-à-vis des sources extérieures et beaucoup plus centrés et beaucoup protégés de certains traumas interpersonnels en raison de leur moindre compétence psychosociale. Là, on est vraiment dans des dimensions, c'est pas les garçons et les filles, mais il y a une tendance prépondérante dans ce sens-là. Ce qui fait que les filles sont davantage sensibles au traumatisme relationnel, parce qu'ils ont une hypervigilance, une hypersensibilité au contexte interpersonnel, et à tous les signes interpersonnels, avec des questionnements beaucoup plus importants sur les intentions d'autrui, qui vont amener à une plus grande dépendance de ce que les autres vont dire sur le soi, même dans les situations de maltraitance. Et donc, ça va développer beaucoup plus de troubles internalisés. Alors que les garçons, ils sont davantage cette tendance à se désengager dans la relation interpersonnelle, à être moins sensibles à la dimension interpersonnelle, et donc ils vont gérer avec l'évitement, mais également l'agressivité. Ils vont être davantage méfiants vis-à-vis de l'autre, ce qui est quelque part quelque chose qui va les protéger en partie de l'expérience de la maltraitance, notamment interpersonnelle, qui malheureusement se reproduit et est reproduit par la personne dans sa vie. Parce que globalement, le trauma, ce n'est pas les événements, c'est l'expérience qu'on fait du trauma, et quand on le fait seul, sans avoir une référence sociale qui nous aide à traduire, à métaboliser l'expérience qu'on rencontre. Donc le fait d'être seul qui fait le trauma, ce n'est pas l'événement en tant que tel. Et en effet, le trauma, globalement, c'est le fait que ce n'est pas l'événement, mais c'est l'expérience de l'événement. Et la honte qui suit l'adversité, qui empêche l'auto-guérison qui découle du sentiment d'appartenance. Et les filles étant davantage dans cette dimension de sensibilité à la dimension interpersonnelle, sont davantage sensibles à cette dimension de la honte et à s'approprier de cette difficulté à l'auto-guérison en lien avec la possibilité de partager ce sentiment d'appartenance qui est le facteur protecteur. Et donc, globalement, comment on peut faire en thérapie, mais en général, deux choses, deux concepts. Un, c'est arriver à faire l'expérience à celui qui a été victime de trauma, qu'on le considère comme un être intentionnel, qu'on est capable de se mettre à sa place et le voir tel qu'il se vit, ce qui n'est pas forcément ce qu'on partage, qu'on est d'accord avec ce qu'il vit, mais lui faire l'expérience, que son expérience terrible, elle est partagée avec quelqu'un qui est capable de la voir.
Donc c'est le lien social, évidemment au niveau individuel, mais c'est surtout au niveau plus collectif. Recréer le lien social, le lien de partage, c'est le seul moyen de compréhension de trauma, notamment de traumas interpersonnels, intrafamiliaux, dans lequel ce qui était fondamentalement guillemets, c'est la méfiance épistémique. Donc nous, ce qu'on fait au niveau individuel comme au niveau collectif, c'est régénérer la confiance épistémique qui permet aux personnes de réutiliser les environnements et éventuellement faire le tri entre ce qui est positif et ce qui n'est pas. Donc on travaille sur la reconstitution de cette confiance qui permet d'utiliser l'expérience et se laisser transformer par l'expérience interpersonnelle. Merci.